go deep and picked off. Intercepted by Ambry Thomas. We'll see a pickup come down the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 45e épisode du Fast Food Podcast. Ça y est, la saison a recommencé et évidemment, elle a commencé par une victoire. Ça fait plaisir de commencer la saison par une victoire, contrairement à l'année dernière. Une victoire vraiment tranquille, 30-7 pour les Niners face aux Steelers. Une domination sans égale, sûrement, je pense, parmi les équipes favorites, à part peut-être les Cowboys, et si on les considère comme des favoris, peut-être la meilleure performance globale d'une équipe qui vise le haut. Les Dolphins voilà, 30-7. Les Dolphins, oui, mais les Dolphins ont lutté quand même face à une belle équipe des Chargers. Bref, c'est pas forcément le débat. Mais une très belle performance, en tout cas, de nos Niners. Ça fait plaisir de commencer la saison sur les chapeaux de roue. Et pour m'accompagner, vous l'avez entendu, Kevin, mais il y a également Olivier. Salut les gars. Salut tout le monde. Salut. Donc je viens de le dire, 30-7, une domination sans partage dans ce match. On va rentrer dans le vif du sujet. Kevin, grosse victoire, grosse domination. Le début de saison parfait. Ouais, c'est ça. Il y avait quand même pas mal de gens assez méfiants, et je peux le comprendre. Les Steelers pouvaient faire un petit peu peur, surtout défensivement. Mais quel match, quel entame de saison, quand on se rappelle de ce qu'on avait fourni sur les 2 premières semaines la saison dernière, notamment face aux Bears en ouverture, et ce qu'on a vu dimanche dernier, c'est assez incroyable le contraste entre les deux performances. Mais que dire, parfaite partout, surtout offensivement, mais même défensivement, et ça a été tellement dominant. Ouais, on va rentrer dans le détail ensuite, mais on peut pas demander mieux. Honnêtement, on peut pas demander mieux. Olivier ? Ouais, on en revient à ce qu'on disait la semaine dernière. Rappelez-vous, dans les pronostics, j'avais dit que c'était match à la com.com et que si c'était pas un match comme ça, on allait faire sur la valeur pure des équipes, on était largement au-dessus. Les gars ont prouvé dès le début de saison qu'ils étaient concentrés et prêts pour l'objectif. Donc quand on joue comme ça, on devient un rouleau compresseur, et le rouleau compresseur, il s'est mis en marche. En première mi-temps, c'était exceptionnel. Il n'y a pas d'autre terme pour une équipe pour un match pour week 1. J'ai rarement vu San Francisco dérouler aussi facilement, sachant que en face, on a quand même une équipe qui est pas ridicule, qui défensivement avait du répondant, mais en première mi-temps, c'était vraiment exceptionnel. Jusque quasiment à la fin de la première mi-temps, jusqu'à ce qu'Andrew Thomas rentre sur le terrain. On en parlera après. Mais sinon, non, il y a pas grand-chose à dire. On a retrouvé le petit Purdy comme si de rien n'était, l'attaque qui va bien. Les playmakers défensifs sont pas les mêmes que ceux de l'année dernière pour l'instant, c'est vachement fun. Voilà, régal et vivement la suite. Tu l'as dit, défensivement, les Steelers, c'est quand même une équipe qui a du répondant. On a quand même TJ Watt qui finit avec 3 sacs. TJ Watt qui est un des meilleurs défenseurs de la NFL, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais on a réussi quand même à marquer 30 points, et notamment grâce à une connexion qu'on avait un petit peu vue, mais qui s'est encore plus développée, la connexion Brock Purdy, Brandon Ayuk. Avant de parler de Purdy, parce qu'on va évidemment parler de Purdy, j'ai envie quand même de parler un peu de Brandon Ayuk. On en parlait un petit peu en pré-saison, on se disait, oui, ça sera peut-être enfin le numéro 1, même s'il était déjà numéro 1 l'année dernière. Voilà, là, il a gagné le prix du meilleur joueur offensif de la NFC sur cette semaine. Il n'y a pas grand-chose à dire sur son match, il a été absolument parfait. 8 targets, 8 réceptions, c'est 129 yards et 2 touchdowns. Que dire de plus, Kevin ? Ouais, Brandon Ayuk, c'est exceptionnel. On va même au-delà du receveur numéro 1 de l'équipe. On va le classer parmi les tout meilleurs en NFL par rapport à ce qu'il montre. Le premier touchdown, comment il casse les chevilles de Patrick Peterson, qui n'est pas le premier venu, je veux dire, c'est quand même un cornerback marquant, même s'il est en fin de carrière et qu'il est moins fort qu'il ne l'était. Mais c'est exceptionnel, sa capacité à courir des tracés, à créer de la séparation avec son défenseur. C'est dans le top NFL, donc c'est impressionnant honnêtement le match qu'il a sorti, et puis même pas un seul drop, il n'a pas eu que des passes faciles à réceptionner. Je pense notamment à son deuxième touchdown, c'est une passe exceptionnelle de Brock Purdy, mais je veux dire, Peterson est encore très très proche de lui, et il complète, quand il complète des passes, il continue à avancer. Il y a même un passage sur le touchdown incroyable de Christian McCaffrey où il va faire le bloc qui permet de marquer un touchdown. Ça aussi, c'est une action exceptionnelle qui n'a pas grand-chose à voir avec le côté playmaker offensif pur, mais il le fait très très bien. Pas grand-chose à dire, si on a Brandon Ayuk à ce niveau-là, toute la saison, ça va être assez incroyable.
Ouais, surtout, tu l'as dit, tu as parlé de son premier où évidemment il pète les chevilles de Patrick Peterson. Moi, c'est vraiment le deuxième qui m'a impressionné. Parce que tu l'as dit, la passe de Purdy, elle est parfaite. Mais faire une réception 50, c'est même plus un 50-50. C'est que le mec, il est vraiment collé à lui et il va chercher la passe un peu derrière. Et la réception, elle est absolument incroyable, quoi. Il a aussi l'intelligence de jeu de pied, de garder ses deux pieds, de faire traîner ses bouts de pied à l'intérieur du terrain. Moi, c'est vraiment le deuxième qui m'a cloué le bec, quoi. Parce que le premier, c'est un tracé. Le tracé, il est parfait. Et Patrick Peterson qui disait qu'il allait intercepter Brock Purdy avant le match, bon, il s'est retrouvé un petit peu comme un couillon. Mais le deuxième, le tracé est très bon, mais la passe est parfaite, la réception, elle est parfaite. Ouais, moi, le deuxième touchdown de Brandon Ayuk, j'ai trouvé hyper impressionnant. Olivier? Ah ben, vous avez fait sur Brandon, vous avez quasiment tout dit. Moi, je pense que c'est le match l'année dernière où contre les Raiders, on était en galère et il nous fait un drive où on a remonté quasiment tout le terrain, où il y avait l'impression qu'il n'y avait que lui qui jouait. Et depuis ce jour-là, je sais pas, il a dû avoir un déclic. Il est capable de porter l'équipe et en plus, on a une équipe qui est super bien balancée avec des gars intelligents. Kittle, il va pas chouiner parce qu'il a eu que 3 ballons. Dibbo va pas pleurer parce qu'il en a pas eu. Jennings non plus. On est super bien balancé à ce niveau-là. Et tout à l'heure, vous dites que la passe de Purdy, elle était bien. Non, la passe de Purdy, elle était couillue. C'est ce qu'il faut Oui, dire. elle était couillue. Elle était Elle était couillue. couillue, mais ça prouve. Ah oui, parce que Ça c'est ce que tu as prouve dit en une ouverture. confiance aveugle entre les deux. C'est ça. Il y a une connexion qui s'est faite, qui est entre deux mecs qui générationnellement ont quasiment le même âge et et ça joue réellement Bah, c'est- bien. c'est- Dire c'est- excuse-moi, Kevin, les cassages de cheville comme tu as dit qu'il est capable de faire, et en plus la vitesse à laquelle il récupère la balle, pas mais il repart. Ouais, Brandon Ayuk très très fort. Il va être certainement bien muselé la semaine prochaine. C'est un autre qui va s'amuser. Vous allez voir. Je pense que cette année on va faire ça. C'est choisi ton poison. Après Et être poison, il muselé y en a par les beaucoup. cornerbacks des Rams, bon, on en reparlera. Oui, non, voilà. Ce que je veux dire, c'est que ça va vraiment être cette année, je pense, une année à choisir ton poison. Et putain, on en a des poisons. Ouais, tu parlais de la connexion entre les deux. En fait, moi, l'impression qui m'a dégagé l'attaque sur ce match-là, en général, que ça soit Purdy, mais que ça soit McCaffrey, que ça soit Brandon Ayuk, Dibbo, etc., c'est que les mecs, ils se kiffent, en fait. Les mecs, ils se kiffent, ils sont potes, ils ont envie de jouer les uns pour les autres. C'est Ray McLeod, j'ai lu une déclaration de Ray McLeod qui disait sur le blog, parce qu'on parle du blog de Brandon Ayuk, mais le blog de McLeod sur le touchdown de McCaffrey, il est impressionnant aussi, parce qu'il est moins spectaculaire, mais il emmène son mec là où il a envie de l'emmener. Et c'est McLeod qui disait, quand j'ai vu que la course elle partait, j'ai vu que c'était mon gars Christian, et j'y suis allé parce que c'est mon gars, quoi. Les mecs, ils ont envie de jouer ensemble parce que ils sont potes. Tous les mecs qui ont mis là, je sais pas si vous avez vu passer, tous les mecs qui ont mis sur Instagram la story avec Brock Purdy avec son maillot où c'est marqué him dans son dos au lieu de son nom sur son maillot. Tous les mecs ont mis ça. Les mecs, ils ont envie de jouer ensemble, ils ont confiance les uns envers les autres. Je pense que c'est pas notre point fort l'attaque parce que même si elle est très belle, notre point fort ça reste la défense. Mais avec des mecs qui ont autant envie de jouer les uns pour les autres, ça peut quand même aller très loin. Ouais, c'est sûr ce que tu dis. Et puis, quand tu dis l'attaque, elle est peut-être moins forte que la défense, ok. Ah oui, non, mais attention, je dis pas qu'elle est mauvaise, elle est incroyable cette attaque, mais tu peux pas faire mieux que notre défense, c'est surtout ça que je disais. Ah oui, mais c'est là c'est encore autre chose. Mais là c'est sûr qu'on a offensivement. Et puis là, je trouve que on a fait une répétition de gamme à haute intensité. Ça va, quoi. Ça va, c'était pas. Et en plus, ce que disait Kevin et sur quoi tu rebondis, c'est cette notion aussi de jouer les uns pour les autres. Sur le fameux touchdown de McCaffrey, c'est les deux gars qui vont faire les blocs. C'est génial. J'avais l'impression que c'était Jennings, alors que c'est pas les mêmes gabarits que Jennings, mais ils y vont et on sent qu'il y a cette envie. Et tant que tu vas jouer comme ça, tu vas être très difficile à prendre. À mon avis, tu vas être très, très difficile à prendre en gardant cette intensité et cette intelligence de jeu. Parce que ce que tu disais, c'est vraiment le QI football, son ensemble. Pas forcément d'avoir le ballon, mais de savoir aussi aider le partenaire à marquer. C'est toute l'intelligence de John Lynch, notamment en construisant cette équipe, parce qu'il est reparti d'une feuille blanche quand il est arrivé et il ne s'est pas jeté sur toutes les stars, il ne s'est pas jeté sur tous les gros joueurs, il s'est jeté sur chaque maillon qui pourrait faire que cette équipe, ce serait une chaîne complémentaire et des gars qui s'entendent. Il n'y a pas de joueurs à problème. Il y a que des gars qui sont faits pour s'entendre et ça fait une vraie bande de potes, comme tu l'as dit, Elliot. C'est ça aussi qui fait la réussite de ces équipes. On a parlé un peu de Brandon Ayuk, on a parlé très vite fait de Brock Purdy, mais Brock Purdy, très belle fiche aussi également. 19 sur 29, 220 yards, 2 touchdowns, aucune interception, un rating de 111.3.
très bon. Et même une petite course, un petit first down pour aller valider le match à la fin, une course très intelligente où il a eu aussi l'intelligence de se coucher au bon moment. La copie, elle est parfaite aussi. Ouais, je rebondis un peu sur ce qu'a dit Micah Parsons cette semaine, où il disait Brock Purdy, il faut arrêter de le prendre à la légère. C'est un quarterback du top 15 aujourd'hui. Oui, il a été le dernier choix de la draft. Il a eu une carrière universitaire plus ou moins bonne selon certains. Et aujourd'hui, il faut arrêter de croire que c'est pas un quarterback numéro un. C'est un vrai franchise quarterback pour nous. Il le prouve, il l'a prouvé sur un certain nombre de matchs. Voilà, on a notre quarterback de l'avenir et notre quarterback du présent surtout. Et il le prouve, il l'a encore prouvé. Il revient de blessure et il sort un match exceptionnel. Donc, il n'y a plus aucun doute à avoir sur lui. Olivier? En même temps, vous avez vu passer la stat, hein, c'est le premier quarterback de San Francisco à réussir ses 6 ou 7 premiers matchs avec plus de 200 yards et 2 touchdowns. Donc bon, je vous rappelle qu'on parle de San Francisco, on parle pas, je vais être méchant, on parle pas des autres franchises, quoi. Il y en a eu un peu des quarterbacks à San Francisco. Donc le gamin, il prouve au fur et à mesure. Alors ok, peut-être c'était de la chance, mais c'est bon, quoi. Maintenant, c'est fini. Il a pris les clés du camion et il passe les vitesses et ça suit. Moi, j'ai aucun doute. On en a parlé la semaine dernière. On va pas épiloguer 150 ans. Il n'y a aucun doute. Même quand il se fait saquer, à un moment, il tombe. Il a l'intelligence de retourner ses mains, de récupérer le ballon. Putain, les gars. Je veux dire, et soi-disant, il avait le bras, sa blessure était au bras. Je veux dire, on voit aussi à quel point ce gars, il a des capacités d'adaptation. Parce que quand il va récupérer le ballon en mettant les mains dans le dos et en se couchant sur le ballon, je me rappelle à un Super Bowl, il y avait un monsieur qui s'appelait Cam Newton, il a fait un fumble, il a regardé le ballon en dans son... Voilà, non, mais... Il a fait semblant de se jeter, je m'en souviens. Non, mais voilà, les gars, et ça compte aussi le QI football et avoir envie de se jeter pour l'équipe. Et quand les mecs ils voient ça aussi autour, ils se disent putain, on peut continuer à jouer pour ce gamin-là. Et puis, il a ce petit côté inexplicable qui fait que quand il a le ballon, il n'y a aucun stress pour nous quand on regarde le match. Là où je reviens sur Garoppolo, parce que c'est le dernier titulaire en mémoire, là où il prenait le ballon, il y avait des moments où tu disais, OK, il va faire quoi? Tu commençais à stresser, tu le voyais se déplacer. Je leur dis, non, tu sais que s'il y a problème, s'il n'y a pas de personne ouverte, s'il y a quoi que ce soit, il va simplement se coucher sur le ballon, prendre le sac, et on va continuer à avancer. Et donc, il a ce petit côté-là qui fait que ouais, on est en confiance, tout simplement. Et bien aussi le fait que quand il voit arriver le gars, il a son petit spin. À un moment, c'est en première mi-temps, je crois que c'est Micah Fitzpatrick qui arrive lancier, qui lui fait le tac-tac et qui disparaît. Et alors moi, je le vois arriver, je pensais qu'il n'avait pas vu. Et au dernier moment, quand le défenseur pense qu'il va lui mettre la main dessus, foum, il a disparu. Et là, tu te dis, ouais, costaud. Ouais. Costaud, super, t'as de la glace dans les veines, quoi. C'est voilà, costaud. Et c'est ça que j'apprécie énormément, c'est ce gamin. Et, il a la chance de sa vie dans une franchise historique. Ben, putain, vas-y, lâche tout, il fait tout ce qu'il veut. Et c'est à l'heure actuelle, je pense que il est insortable. Mais il va vraiment falloir le chercher au pied de biche pour lui enlever sa place parce que il est pas pris. Je pense pas qu'il va se mettre à trembler. Et puis Kyle Shanahan, la discussion de se dire qu'on va lui prendre sa place, c'est bon, il n'existe plus, on arrête, c'est bon, allez. Non, mais je parle plus, même c'est le numéro 1. Je parle même de quarterback expérimenté ou tu vois. Ah oui, non, mais de toute façon, à San Francisco, la discussion n'existe plus, c'est terminé. On peut discuter sur plein de choses, sur plein d'autres joueurs. La discussion quarterback titulaire de San Francisco pour au moins cette saison et les années à venir, elle est terminée, elle n'existe plus. Ah oui. Terminée. Oui. Basta. Moi, j'avais envie de revenir sur un point un petit peu plus, pas noir, parce que ça n'a pas été catastrophique, un point un petit peu plus gris, on va dire, la performance de la ligne offensive. Bon, c'est vrai que c'est TJ Watt en face, donc c'est pas non plus Riri Fifi Loulou, mais on a quand même eu quelques pressions. J'ai la stat sous les yeux. Colton McKivitz a autorisé 5 pressions, Spencer Burford 4, Jake Brendel 3, Trent Williams 2, Aaron Banks, lui, qui sort une nouvelle clean sheet. Colton McKivitz, il a souffert face à TJ Watt, mais bon, en même temps, tout le monde souffre plus ou moins face à TJ Watt, donc c'est pas forcément aujourd'hui qu'on va s'inquiéter, mais on a vu quand même des signes du bon et du moins bon, quoi. Le match de McKivitz, match de la ligne, vous avez quelque chose à redire là-dessus? Moi, c'est le seul point sur lequel j'avais raison, enfin, parce que les autres, je me suis trompé, quand je dis les pénalités.
Burford, il m'a fatigué. Bon, il est plus grand que moi, ils ont tiré le taper sur la tête pour dire d'arrêter de faire des bêtises sur la ligne. Mais voilà, non, c'est au début du match. Je dis, les gars, il faut arrêter de faire ces pénalités à la con. Parce que, en plus, au moment, il fait une saisie. Il n'y a même pas besoin de toucher le mec. Le ballon était déjà parti des mains de Purdy. Je veux dire, bon, ça va se régler. Ça, pour moi, ça va se régler. Comme on a fait l'année dernière, je ne suis pas inquiet. Après, pour Makiewicz, voilà. Après, c'est TJ Watt. Si toutes les semaines, il prend la pression et chaque fois que ça rentre sur son côté, ça pourrait être problématique. En même temps, comme baptême du feu en tant que titulaire, se taper TJ Watt, ça va, je pense que la semaine prochaine, ça ira mieux. Mais je suis pas foncièrement inquiet. Non, moi non plus, je soulignais juste, mais en même temps, des tackles qui ont pris la sauce par TJ Watt, il y en a 1 milliard et même les meilleurs. Et puis j'ai trouvé que Colton McKivitz, malgré tout, en début de match, a bien tenu la marée. Il a tenu quasiment la première mi-temps sans grand problème. Et puis, il y a aussi le facteur fatigue qui rentre en ligne de compte. Les Steelers n'ont pas avancé de toute la première mi-temps. Notre attaque ne quittait quasiment pas le terrain. Donc oui, un gars qui est titulaire pour la première fois, en tout cas vraiment titulaire pour jouer la plupart des snaps du match, au bout d'un moment, tu prends TJ Watt 1 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, quand tu arrives au 3e quart, au 4e quart, ça peut commencer à peser dans la balance. Je ne l'ai pas trouvé si catastrophique que ça au final. Il accorde, je ne sais plus combien, 4-5 pressions. C'est pas si énorme que ça quand tu as mangé TJ Watt tout le match. Non. Donc je ne suis pas plus inquiet que ça. On était longtemps sur le terrain, quoi. Offensivement parlant, on était longtemps sur le terrain. Mais on va y revenir justement. La raison pour laquelle on a été longtemps sur le terrain offensivement, c'est parce que notre défense, il n'y a pas de surprise, ils sont trop forts. Voilà. Est-ce qu'on a besoin d'épiloguer là-dessus? À part, non, même pas à part si Olivier va parler d'Ambry Thomas quand même. Mais dans l'ensemble, notre défense, c'est quand même un sacré délire. Mais quel plaisir après 6 mois de pause de voir des affamés, des morts de faim qui rentrent dans tout ce qui bouge. Ça a pas pris 2 snaps avant que Fred Warner il fonce dans le tas, il transperce la ligne offensive adverse. Quel plaisir de les revoir à ce niveau-là. Moi, ça m'a plu. Moi, j'étais bien content. Deuxième action, le mec, il a voulu partir d'un coup, ça fait Wouah! Et je dis, ça, c'est Fred. Et après, Najee Harris, il a fait. Je crois qu'à la mi-temps, il était à moins de 12 yards. Mais c'était. C'était un massacre. Ouais, moi je vais être honnête, j'ai pas vu la première mi-temps, je pouvais pas la regarder, j'ai vu que la deuxième, mais j'ai vu passer un moment sur Twitter une stat. En première mi-temps, on avait fait 199 yards en attaque, ils en avaient fait 1. Qu'est-ce que tu veux dire? À la mi-temps, ils ont 2 total yards, les Steelers. Pas ces courses confondues. Mais c'est ça. On a avancé 2 fois le terrain en entier, et ils ont même pas fait un first down en cumulé. Et ils n'ont même pas passé leur ligne des 40 avant le dernier drive de la première mi-temps. Dont on va reparler. Mais, hormis ce dernier drive dont on va parler en long, en large, en travers, parce que pendant que nous regardions tous le match, à peu près tous le match, après ça aussi, il faudra parler, remercier ce qui s'est passé là, avec les gars de TDA qui ont commenté. C'était un kiff absolu d'avoir enfin des gens qui parlent football américain à 19h en français, c'était génial. Ça, je pense pas qu'on en refera de San Francisco cette année, mais franchement, c'était le kiff. Ça, c'est le premier. C'est pas impossible. Ça, si on va loin et qu'on a un beau match à 19h, pourquoi pas? Ça serait vachement bien parce que c'était juste du pur bonheur. Mais hormis ce drive-là, tout le reste, la première mi-temps, c'est de masterclass. Et comme on les aime, efficace, violent dans le bon sens du terme. J'ai l'image de Dédé Grigno qui rate un plaquage à un moment, qui s'énerve un peu lui-même. Et je dis à mon fils, à partir de là, tu vois, lui, tous les mecs qui vont passer, il va tous les couper en tranches. Et ben, à partir de ce moment-là, dès qu'il y avait un mec qui passait dans sa zone, bon, ça coupait, ça frappe fort, c'est dur. Ça a des mecs, les mecs font des interceptions, ou Fanga qui se prend pour un joueur de rugby. Non, mais c'est exceptionnel, quoi. Je veux dire, quand ça joue à ce niveau-là, et puis une mention spéciale pour Drake Jackson, quoi. On voit que le gamin, il a travaillé. C'était notre premier choix de draft l'année dernière. On sent qu'à 1 an, il a compris comment ça se passe à San Francisco. Et quel plaisir de voir un gamin qui fait un bon qualitatif comme ça. Il a fait 3 sacs dans la saison, il a fait 3 dans un match. Franchement, bravo et respect. Ouais, moi, il y en a un qui m'a quand même impressionné. Tu as parlé évidemment de Drake Jackson. La ligne défensive, de toute façon, en général, ça a été un délire, encore une fois. Moi, c'était quand même Nick Bosa. Nick Bosa, moins d'une semaine d'entraînement avec l'équipe. Pas de sac, mais une pression constante. Franchement, Kenny Pickett, il avait pas le temps de respirer. Ok, la ligne offensive des Steelers, elle est nulle,
mais il a pas eu le temps de respirer, il a pas eu le temps de lancer. Ok, il fait un mauvais match, mais il prend une pression de dingue. Franchement, ça doit être infernal à jouer. Quelque chose à revenir sur la défense ou on peut passer au top et au flop de ce match-là? Non, bah à part que c'était appréciable, t'as la Fanga sur son interception. Oui, les États-Unis sont pas à la Coupe du Monde de rugby, mais lui, il a montré que finalement, il aurait pu faire partie de l'équipe. Donc, Contrairement au match de rugby de France-Hollande, par contre, l'en avant a été sifflé cette fois-ci. Ouais, malheureusement. Moi, il y a 2 trucs sur quand même lesquels j'ai envie de revenir. Jake Moody, serein, calme, bien. Ça fait plaisir. Ah oui, On a eu un peu peur. Bien. c'est clair, on en a parlé la semaine dernière aussi, c'était les questions des auditeurs. Ils nous demandaient qu'est-ce qu'il faut faire. Avec Kevin, on était, et même toi, Elliot, on était d'accord tous les trois sur le fait qu'il fallait qu'il joue. Ah bah, bien Et sûr, qu'on bien sûr. Et qu'on verrait bien. Je pense qu'il a, sur le match, il a réglé le problème. Puis ça montre une fois, la pré-saison, c'est une chose, la saison régulière, c'est autre chose. Voilà. On peut avoir certains enseignements, mais au bout d'un moment, il faut laisser les gars jouer en saison régulière et voir ce que ça donne. Voilà. Et pour la défense... Kevin, une petite... Pardon. Vas-y. Kevin, juste une petite autre chose aussi. On a vu un petit peu passer Roswell, il a essayé de se battre. Ah oui, écoute, on lui donne pas le ballon dans les mains, bah, il va faire autre chose. Pas grave. C'est très bien. Moi, ça me va. Des mecs qui ont envie de se mettre sur la gueule, ça me va. Visiblement, il a fait un resto avec Dre Greenlow la veille, je sais pas, mais... Ils ont échangé leur casque. Ou il se dit qu'il va passer linebacker, il y a peut-être un poste à prendre, je sais pas. On va passer au top. Olivier, ton top? Il y en a beaucoup, mais on a parlé... Non, mais là, si on commence à partir sur tout, ça va être trop long. Moi, je vais dire Drake Jackson, parce que franchement, je trouve que dans une défense dominante comme on l'a, arriver à faire sa place et faire tout ce qu'il a fait en une seule saison, surtout que bon, ça a commencé ah oui, il est pas si bon, blablabla. Il a travaillé, il a pris du muscle. On nous a dit cet été qu'il avait pris du muscle, ça se voit. Il a été super efficace et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On se dit voilà, on a encore bien drafté et ça, c'est une bonne nouvelle pour la suite de la saison. Et surtout, là, je veux revenir là-dessus. Donc, moi, j'étais pas forcément d'accord avec les gens qui disaient qu'il était pas si bon. Moi, je rappelais quand même à tout le monde que c'était un rookie. Et surtout, s'il avait été aussi bon qu'il l'a été hier dès sa première saison, il serait pas parti au second tour. Il serait parti au premier. Faut être sérieux 2 minutes. Absolument. Kevin, ton top? Moi, on va avoir toute la saison pour parler un peu de toutes les stars de l'effectif, mais moi, je voudrais revenir sur Jake Moody. Il a pris une pression catastrophique, en tout cas une pression énorme pendant toute la pré-saison. Il s'est complètement manqué, on ne reviendra pas là-dessus. Mais voilà, premier match de saison régulière, il met ses coups de pied, puis c'est pas des coups de pied un peu ratés qui frôlent le poteau. Plein milieu, ça passe bien, c'est propre, très proche, aussi assez loin. Il y a eu un plus de 40 yards, il me semble, même un 50. Donc, bravo monsieur, il s'est bien repris. Il fallait être solide dans la tête parce qu'il a pris cher pendant l'été, mais bien présent. Donc, on espère que ça dure parce que faire la suite de Robbie Gould, c'est jamais simple, mais il a très, très bien commencé. Moi, mon top, on n'en a pas parlé quasiment. Et c'est un petit peu bizarre. J'ai l'impression qu'on prend ça vraiment beaucoup trop pour acquis. Mais Christian McCaffrey, il a couru 152 yards à 7 de moyenne, les gars. C'est un délire. Franchement, j'ai l'impression que ça y est, il a fait une demi-saison avec nous, il reprend là, on le prend pour acquis, mais le mec, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est abusé. Le deuxième mec qui a couru le plus de yards ce week-end, c'était Bricio, je crois qu'il en fait 25 de moins. Franchement, en 10 courses. Excusez du peu. Ouais. Oui, non, mais d'accord. Mais là, vraiment, genre, 152 yards, 6,9 yards de moyenne, un touchdown, c'est trop, franchement. Franchement, ça y est, Kevin, il est content, il va l'avoir son MVP là, s'il continue sur ce rythme, cet enfoiré. Non, par contre, ce qu'il faut faire, c'est que ce qu'il faut quand même par rapport à ça, c'est on s'est habitué à l'excellence. Maintenant, il faudrait peut-être pas on est beaucoup à avoir pensé la même chose. Quatrième quart-temps, il aurait pu le mettre sur le côté, laisser jouer Tyrion et Elijah Mitchell, sachant que Tyrion était inactif. Ah, c'était Jordan. C'était Jordan et Elijah Mitchell sur le. C'est ça. Parce qu'il y a tout besoin qu'il soit sur le terrain. Putain, c'est ça. Il faut pas sur un match gagné comme ça, ouais, je suis d'accord. Voilà. À un moment donné, tu le mets au frais, tu le mets dans le formol avec tous les mecs qui sont injury prone, genre George Kittle, tu vois. C'est bon, tranquille, on a gagné. C'est pas grave. Et puis même donne des répétitions à tes remplaçants parce que tu vas avoir besoin à un moment. Bien sûr. C'est pour ça, c'est le seul point, voilà, que par rapport à CMC, sinon sur le match, bien sûr que c'est un extraterrestre.
Bah, sur le jeu, il n'y a rien à dire. Sur le jeu, c'est. Non, pff, Et, et plus que sur le touchdown, bon, c'est exceptionnel, et voilà, on n'y reviendra pas, mais sa capacité à faire des courses plein centre et gagner 10-12 yards quand même, malgré qu'il rentre dans la masse. Mais non, il est tellement En fait, puissant, il dégage. Sa grande capacité, je trouve, contrairement à un mec comme Jordan Mason, évidemment, c'est deux mondes très différents, même si on adore tous Jordan Mason. Jordan Mason, c'est un vrai puissant, c'est-à-dire qu'il fonce dans le tas et il éclate les gars qui sont sur son passage. Christian McCaffrey, il est très puissant également, mais moi, je trouve sa qualité, même dans les courses plein centre, c'est de trouver le trou de souris et de se faufiler et d'être à peine finalement touché par des gars. Il est capable de casser plein de plaquages, mais je trouve que sa force, c'est que même dans le tas où il y a les defensive tackles et les middle linebackers, il arrive à les éviter, même dans des mini-espaces. C'est incroyable. Quand tu regardes ses courses plein centre en détail, c'est de l'art, c'est de la poésie, vraiment, c'est incroyable. Les flops, Olivier, ton flop du match, c'est un peu plus compliqué, évidemment, une telle victoire, mais il y a quand même des flops. Non. Moi, mon flop, c'est le drive avant la mi-temps. Et donc, c'est ce drive-là, je vais un peu m'épancher dessus. C'est dans ce moment-là que je me suis posé la question si on avait un cornerback numéro 2. Théodomore Lenoir, il a pris des leçons avec des Grigno à faire des fautes qui servent à rien. Et pour le remplacer, pour punir tout le monde, on a fait rentrer Ambry Thomas. Et quand il est rentré sur le terrain, l'équipe adverse a fait simple, ils ont jeté la balle du côté d'Ambry Thomas. Et moralité, ils ont marqué. Donc, c'est le point sur lequel il va falloir qu'on soit vigilant. Il faut que Lenoir il se remette dans le bon sens, parce que je crois qu'il fait aussi, une interférence de passe sur le même drive. Il coûte quasiment 15 la première et au moins 10 la seconde. Il coûte 25 cartes gratuits. Et bon, Ambry Thomas, dès qu'on dépasse le stade de la pré-saison, on a retrouvé son niveau, quoi. Il n'a pas été joueur de football américain, il a encore été ridicule, quoi. Donc voilà, c'est vraiment le point négatif, et c'est ce poste de cornerback numéro 2 sur ce drive-là. Après, c'est sûr que le reste du temps, quand les mecs ils n'ont pas le temps de lancer, on n'a pas le temps de les voir. Mais si un jour la pression n'est pas constante, on risque d'être emmerdé s'ils rejouent son cornerback numéro 2. Pardon. Kevin ? Ouais, bah, je suis assez d'accord. C'est sûr que s'il y a une ou deux faiblesses dans cet effectif, qui, on le répète, un des plus complets de la ligue, mais si on doit ressortir une ou deux faiblesses, clairement, on n'a qu'un seul cornerback numéro 1 dans l'effectif, et un seul cornerback qui pourrait être titulaire dans NFL. Après, il faut se débrouiller avec Théodomore Lenoir, il faut se débrouiller avec Ambry Thomas, et on l'a vu, Kenny Pickett, il s'est pas posé 36 questions sur ce drive-là, il cible toujours le même côté, et ça passe tout le temps. Donc c'est pas acceptable. Deuxième faiblesse pour moi, c'est le tackle droit. Et sur ce match-là aussi, Spencer Burford. Alors oui, c'est des petites pénalités qui vont être facilement gommables avec l'expérience de la saison qui va s'accumuler. Mais c'est tellement compliqué d'aller chercher un flop sur ce match-là que ça va être le mien. Je ne vais pas avoir grand-chose de plus que vous, les gars. Moi, c'était Spencer Burford aussi sur ces petites pénalités. Et ouais, le côté droit de la ligne, parce que Makiewicz, même si on peut encore y croire, c'est quand même pas non plus un foudre de guerre. En tout cas, aujourd'hui, il a eu du mal. Évidemment, c'était contre TJ Watt. On a cessé de le répéter, mais il a eu un petit peu de mal. Mais bon, c'est vrai que quand tu sors une performance d'ensemble aussi forte, c'est quand même dur de sortir un flop évident. Défensivement, à part le poste de cornerback, les linebackers, ils ont été en rendez-vous. La ligne défensive aussi. Les safety, comme d'hab. Donc voilà, faut bien dire quelque chose, mais c'était quand même bien. Dans l'ensemble, c'était super. On va passer à la preview notre prochain match face aux Rams. Ce dimanche à 22h05, notre deuxième match de la saison face à nos grands ennemis jurés depuis des années. On va à Los Angeles, autant dire que c'est un match à domicile, évidemment, comme à chaque fois qu'on va à Los Angeles. Les Rams, qui à la surprise générale, ont mis une dérouillée aux Seahawks sur le premier match, 30-13, une performance d'ensemble plutôt convaincante, entre guillemets, de ce niveau-là des Rams, surtout une performance désastreuse des Seahawks. On n'est pas du tout là pour parler d'eux, on est là pour parler des Rams. Oui, Olivier ? Quand même lui rappeler que les Seahawks ont perdu leurs 2 tackles titulaires sur le match. Donc c'est facile. Oui, non, d'accord, mais ils ont quand même. Ce qui est bien, mais pas top. Ce qui est bien, mais pas top, mais dans l'ensemble, ils ont quand même été ridicules. Hein. C'est pas.
je pense que ça explique pas que ça non plus. Mais oui, tu as raison de le rappeler. Mais donc une victoire des Rams, les Rams qui sont en positif. Bon, c'est 1-0, mais ils sont en positif quand même, on s'y attendait pas. Première question comme d'habitude, Olivier, t'attends quoi de ce match? Confirmation du match de dimanche, même style de match. Moi, je veux qu'on fasse même style de match, qu'on soit efficace, qu'on soit dans la lignée de ça, pour qu'on dise non, c'est pas un coup d'épée dans l'eau. Oui, on est lancé et regardez la NFL, on est là, on est San Francisco. Voilà ce que j'attends de ce match. Rien de plus, rien de moins. Kevin? Moi, j'attends que le papa des Rams, c'est-à-dire Deebo Samuel, nous fasse un match extraordinaire à nouveau. J'allais dire la même chose. Non, mais il nous sort tellement des masterclass contre les Rams depuis plusieurs années qu'évidemment, j'espère revoir un Deebo Samuel à la fête. Mais non, on doit leur marcher dessus. J'ai dit la même chose face aux Steelers la semaine dernière. Mais on doit leur marcher dessus. Cette division, c'est un cadeau, c'est béni des dieux, la division dans laquelle on se trouve. On le sait qu'on a été dans la pire division pendant des années. Maintenant, les Rams, les Seahawks, les Cardinals, c'est 3 cadeaux, c'est 6 cadeaux, même puisqu'on les affronte 2 fois. Donc non, il faut qu'on les batte. Moi, j'attends une victoire large, une victoire écrasante, et que nos playmakers brillent une fois de plus, et qu'on se retrouve la semaine prochaine pour livrer autant d'éloges qu'on vient d'en livrer. Oui, bah écoute, pas grand chose à rajouter. Ouais, j'allais parler comme toi de Deebo Samuel parce que c'est son jardin, le SoFi Stadium. Les Rams, je vais pas être vulgaire, mais je peux être vulgaire un petit peu. Les Rams, c'est ses bitches un petit peu quand même, faut être très honnête. Il a fait du sale aux Rams depuis qu'il est arrivé dans la ligue, franchement. L'année dernière, il fait 2 bons matchs dans la saison, c'est contre les Rams, il les dégomme. Et puis évidemment, enfin, moi j'attends de voir du rouge dans tout le stade à Los Angeles parce que c'est toujours incroyable à voir. Tout un stade, enfin le stade avec tout le décorum bleu et jaune, mais il y a du rouge dans les tribunes. Et oui, non, j'attends une victoire large, une confirmation que notre défense est la meilleure de la ligue, une confirmation que notre attaque est très solide, voilà, tout simplement. Moi, il y a un point quand même sur lequel j'aimerais revenir. Donc, on a parlé un petit peu de notre ligne offensive là dans la première partie. Là, notre ligne offensive elle va affronter Aaron Donald. Donc là, ça va vraiment être l'intérieur qui va devoir être très solide. L'extérieur, normalement, les joueurs sont un petit peu plus tranquilles. Est-ce que vous attendez à ce que notre intérieur, évidemment, va souffrir face à Aaron Donald, parce que tout le monde douille face à Aaron Donald, mais est-ce que ce ne serait pas le moment vraiment où on va voir si, notamment Aaron Banks, est aussi fort qu'on le prétend, et si notre intérieur de la ligne va tenir vraiment sur la longueur? Parce qu'il a été plutôt solide, hormis les pénalités de Burford contre les Steelers. Là, c'est vraiment moment de vérité face au meilleur defensive tackle de tous les temps. Ah ouais, là c'est sûr qu'on va voir. L'année dernière, il n'a pas joué contre nous. Je me rappelle bien. Après, c'est qu'il a été blessé longtemps, Aaron Donald. Il a été beaucoup blessé l'année dernière. Ouais. Voilà, donc c'était pas. Là, c'est bien, c'est un test. C'est bien pour ce centre de la ligne. Ça va. C'est des tests de temps en temps. Voilà, la semaine dernière, c'est McKivitz qui avait son test face à TJ Watt. Là, ça va être l'intérieur de la ligne qui va faire un test face à Aaron Donald. Et puis ça va être le facteur X, on va dire, par rapport au match. Mais sinon, honnêtement, je suis pas inquiet. Je suis pas en mode c'est pas pour faire le fanfaron, mais je suis pas inquiet. Je suis vraiment pas inquiet. Et puis vu qu'on est hyper bien coaché, ils vont trouver des ajustements pour les rendre chèvres encore. Donc je pense que ça va être un bon test, mais voilà, je pense qu'on va quand même le passer haut la main. Ouais, puis Aaron Donald, il est quand même extrêmement seul en ce moment chez les Rams. C'est ça, surtout. Je veux dire, on va lui mettre 2 ou 3 gars dessus et il aura du mal à produire ce qu'il produisait avant quand l'équipe des Rams était ultra riche de talent. Là, la défense des Rams, t'enlèves Aaron Donald, il reste pas plus pour Mario, mais pas loin. Quoi. Je vais vous faire la liste des titulaires de la défense des Rams, hors Aaron Donald. Jonah Williams, Bobby Brown III, Michael Hocht, Christian Rozeboom, Ernest Jones, Byron Young, Akello Witherspoon, notre grand copain, Jordan Fuller, Russ Yeast, Derion Kendrick et Kobe Durant. Ouais, c'est pas les gars qui font le plus de selfies quand ils sortent du stade. Non, ça sent pas le Pro Bowl là. Non, c'est ça. Donc au contraire, c'est une bonne occasion pour Aaron Banks de se faire mousser et d'augmenter son statut au sein de la NFL. Tu as prononcé le mot, Olivier. On peut carrément passer à ça directement. Kevin, c'est quoi ton facteur X du match? Mon facteur X du match, ça va être comme souvent, ça va être le quarterback, Brock Purdy à nouveau, qui va devoir continuer à dérouler son jeu, à renforcer lui aussi son statut, à gravir les échelons. Je me suis un peu perdu dans les codes pour le MVP. Je vois que Brock Purdy n'est toujours pas dans le top 15 chez les bookmakers.
Ça me surprend un petit peu parce que c'est un quarterback d'une équipe qui va aller très très haut et très très loin. Donc je pense qu'un bon match de sa part pourrait le faire monter dans ce genre de classement. Olivier, ton facteur X? Bon, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est le centre de la ligne face à Aaron Donald. Si c'est bloqué là, ça veut dire que ça va dérouler complètement, et qu'on va assister à un match facile. Je les vois pas offensivement être capables de nous faire du mal, même s'ils ils ont fait une belle prestation. Mais Seattle, c'est pas San Francisco, quoi. Donc, moi, c'est vraiment cet affrontement-là. Si on arrive à mettre notre jeu au sol en place et que Donald il est bloqué, on n'a aucun souci à se faire. Moi, mon facteur X, on en a parlé en point faible du match dernier, moi, ça va être les cornerbacks. Parce que là, ça y est, il n'y a pas George Pickens comme il y avait chez les Steelers. Il n'y a pas Cooper Kupp chez les Rams qui est sur la liste des blessés. Là, les receveurs adverses, c'est Van Jefferson, Puka Nacua qui a fait un super match d'ailleurs contre les Seahawks, et Tutu Atwell. Mais c'est face à ces mecs-là, Charvarius Ward, j'ai aucun doute sur Charvarius Ward. Ces mecs-là, notre cornerback 2, que ça soit Lenoir ou Thomas ou n'importe qui, ça doit pas passer, c'est bon. À un moment donné, ça va. On a sûrement une des équipes de receveurs les plus faibles de la ligue face à nous. On n'a pas intérêt à se manger des yards à la passe. Ça va me faire chier sinon. Donc, moi, c'est le cornerback numéro 2 sur lequel je vois. Moi, j'avais un autre, entre guillemets, je vais un peu tricher, j'avais un autre facteur X, mais c'est pas vraiment un facteur X. Leur ligne offensive, elle est nulle à chier. Notre front seven, il va se régaler normalement. Il devrait se régaler. Drake Jackson a 5 sacs après 2 matchs, ça serait quand même assez incroyable. Drake Jackson favori pour le titre de défenseur de l'année après 2 matchs. On l'avait pas vu venir celle-là. Et ben on va partir directement sur les pronostics. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose de plus à dire sur cette équipe des Rams. On va voir ce que va essayer de nous sortir de son chapeau comme d'hab Sean McVay qui essaie de sortir des trucs un petit peu spéciaux face à son copain Kyle. Pronostic, Kevin, sur ce match? Les Cowboys et les Giants m'ont rendu un peu jaloux, donc moi aussi j'ai envie qu'on ait un adversaire à 0 points. Donc je vais dire 28-0 pour les 49ers. Olivier? Moi, ça sera plutôt du 37-7. Ouais, j'étais sur un truc comme Olivier. Franchement, je pense qu'on va faire un délire en attaque. On va faire j'avais un 35-6. 35-6. Ils vont pas marquer de touchdown, je suis d'accord, entre vous deux. Ils vont marquer des points, mais pas de touchdown. Ils vont marquer 2 field goals, histoire d'être là. Et pronostic supplémentaire, Brandon Allen rentre en milieu de 3e quart-temps. Brandon Allen, mais non, mais ça va être Sam Darnold. Mais non, Sam Darnold, oui. Brandon Allen. Parce que non, Brandon Allen, c'est même plus une insulte. Ce serait vraiment pisser sur le logo au milieu du terrain. J'oubliais Sam Darnold. Non, je pense que non, il va pas quand même le faire sortir. Non, moi je dis par contre 5 courses, 40 yards de Jordan Mason. Moi, je valide. Est-ce que c'est une conséquence d'une éventuelle blessure d'Elijah Mitchell en cours de match? Ah oui. Alors oui, déjà, c'est une conséquence de Christian McCaffrey sort parce qu'il est déjà à 230 yards en 21 courses et qu'au bout d'un moment c'est trop. Et c'est une conséquence de Elijah Mitchell fait 2 courses, il se fait le mollet, il reviendra en week 9 et on fait rentrer Jordan Mason. Et puis si je veux aller sur une prédiction en plus, touchdown de Ross Dwelly. On est à 2 doigts de lancer des hot takes à chaque match. Eh ben franchement, moi je serais chaud. Franchement, moi je serais chaud, clairement. On va passer à la séquence nouvelle depuis 2-3 émissions. Kevin, the floor is yours. Les questions des auditeurs. Vous nous avez posé plein de questions, encore une fois. Merci pour vos questions sur Facebook et sur Twitter. Ok, donc c'est parti avec... on va commencer avec Twitter. José sur Twitter qui nous demande faut-il s'inquiéter pour McKivitz qui a permis 3 sacs? On lui a répondu. Hein. Je pense que dans l'émission, on a déjà répondu à la question. On n'est pas là. Si on s'inquiète après un match, c'est bon, je crois. Il faut laisser le temps que la machine se mette en place. Et puis, pas toutes les semaines, il y aura TJ Watt en face, comme on l'a dit. Oui, je suis d'accord. Là, c'était TJ Watt en face. Si la semaine prochaine, on refait l'émission et qu'il a encaissé 3 sacs de Michael Hocht, là, on pourra commencer à se poser peut-être plus de questions. Deuxième question, toujours sur Twitter, de Johan Gaget qui est sur le podcast des Chiefs, je crois. Oui, Johan, fan des Chiefs et fan de Clemson aussi. Les Clemson, ouais. Parfait, qui nous demande, pour vous, votre receveur numéro 1, c'est Deebo Samuel ou Brandon Ayuk? Et qui est le vrai leader de votre défense entre Bosa et Warner? Moi, je vais répondre là-dessus. Receveur numéro 1, Brandon Ayuk, leader de la défense, Fred Warner. Pas mieux. Leader parce que c'est l'âme, en fait, de la défense. La défense respire grâce à lui. On l'a dit et répété l'année dernière, hein, les gars. Et ça ne va pas changer maintenant. L'âme de la défense, on sait que c'est Warner. Et même si le joueur le plus talentueux, on a toujours dit que c'était Bosa. Et pour le poste de receveur numéro 1,
ça fait quand même un moment que Kevin, toi, tu milites pour que le poste soit donné à Ayuk, et maintenant il est en train de le prendre par lui-même. Même si je reste intimement persuadé que on va jouer cette année avec un système un peu différent, sans dire 1, 2 ou 3 en parlant des joueurs, mais voir vers qui le jeu va aller. Le Bah, en jeu, fait, même sans Vas-y, dire vas-y. 1, 2 ou 3, en fait, ce sera 1 et 3. Parce que Jawan Jennings, il a un rang en dessous quand même, mais c'est 1 et 1. Pour moi, on devrait Voilà. avoir 1 et 1. Ouais, et puis Ce que je voulais- c'est simplement attendre de voir sur qui la défense se concentre, et puis on va viser l'autre, tout simplement. C'est ça, Olivier l'a dit très bien en début d'émission, pick your poison. Demain, tu as des cornerbacks de zinzin, bah, c'est Kittle qui va prendre le relais, qui va éclater tout au milieu. Et demain, ça prend bien à l'intérieur, ça prend bien sur les cornerbacks, et ben on va faire des screens et c'est McAfee qui va prendre 150 yards à la réception. On a trop de choix, Et on va vraiment pas s'en plaindre. Ah, c'est ça. C'est pour ça que ça va tourner. Quand je disais 1, 2 ou 3, je pensais aussi à Kittle. Je n'étais pas sur Jennings, c'était sur Kittle. Ah, ok. Choisir Ok. sur les trois choix prioritaires en attaque aérienne. Voilà. Mais je pense que ça va se passer comme ça cette saison. Et donc, ça va être un casse-tête pour les coordinateurs défensifs en face. On passe côté Facebook avec Eric qui nous demande: contre une défense plus solide que celle des Steelers, notre ligne aurait-elle tenu? Car j'ai quand même l'impression que Purdy a couru comme un lapin par moment. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai du mal à voir. Il y en a quelques-unes, mais il n'y a pas 50 défenses. Il n'y a pas 10 défenses meilleures que l'équipe des Steelers. Il n'y en a pas 10. Hein. Il y a les Cowboys, il y a les Jets, il y a les Eagles. Le reste, je suis pas certain que ça soit au-dessus. Effectivement. Honnêtement. Donc, par exemple, si on retrouve Donc, les Eagles cette semaine, on va jouer les Eagles cette saison. On va les retrouver sûrement en playoff, on espère. Est-ce qu'il va courir? Est-ce que on va avoir du mal? On verra. Mais après, difficile aussi quand même de faire autant de pression que les Steelers. Les Steelers ont été très bons quand même en défense, mais on a été beaucoup plus fort. Et que même quand il y a eu de la pression, on a eu Brock Purdy qui a, comme Eric le disait dans son commentaire, il a un peu couru pour sa vie, mais il sait le faire. C'était pas de la course acharnée de j'essaie de sauver ma life comme l'a fait Justin Fields toute la saison dernière chez les Bears. Parce que de toute façon, déjà Purdy a pas ses qualités. Mais c'était de la course où j'essaie de pas me faire saquer, mais j'ai le temps de voir le terrain et j'ai le temps de lancer le ballon. c'est ça. Et puis je veux dire, Patrick Mahomes aussi, il court de temps en temps pour sa vie, mais c'est toujours très contrôlé. Et ça se finit par une passe complétée, ou ça se finit par une action souvent positive. On l'a vu aussi avec Brock Purdy. Donc je m'inquiète pas non plus que ça. Oui, il va prendre de la pression. De toute façon, c'est le lot de tous les quarterbacks. À part si tu as Trent Williams d'un côté et Lane Johnson de l'autre, tu vas prendre de la pression à un moment donné. On a aussi donc Romain sur Facebook qui nous demande du renfort côté cornerback pour épauler ou remplacer le noir, ou on va rester avec du Ambry Thomas et c'est tout. Vous voyez quelqu'un d'autre pouvoir rentrer? Là, comme ça, non, mais on n'a pas drafté c'est pas un cornerback, Luther. On a blessé Darrell pour l'instant. Luther qui est encore blessé pour l'instant. Moi, je connais pas trop, je vous avoue, parce qu'il était quand même dans une petite université, donc même en NCAA, je suivais pas trop South Alabama. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, peut-être en renfort, je sais pas s'il parlait de l'idée peut-être de recruter. On n'en est pas encore là aujourd'hui. C'est des questions qu'on se posera peut-être à la mi-saison, comme quand on avait recruté McCaffrey. En début de saison, on va faire confiance à nos gars. Je pense que nos gars suffisent à quand même gagner les matchs, même si on va voir en fait qui se dégage au poste. Et puis s'il y a personne, j'ai pas de doute que si on est vraiment décimé sur ce poste-là, même j'ai pas l'impression que ce soit le cas, on peut être en difficulté, mais on n'est pas décimé non plus. Si on est vraiment décimé, ils feront peut-être un move, nos dirigeants, mais on n'en est pas encore là. Et puis on rappelle qu'il y a eu beaucoup de changements dans les contrats de certains gros joueurs ces derniers jours et qu'on se retrouve étonnamment avec le plus gros cap space de la ligue actuellement. C'était une discussion qu'il y avait pour savoir si on signerait pas un mec peut-être pour 1 an, des mecs en fin de contrat, où tu les prends parce que c'est ta fenêtre, parce que c'est ton année et que tu as envie de gagner, comme on avait pris... Non, je sais pas. Si, on avait pris Kwon Alexander et Emmanuel Sanders, qui sont des très bons joueurs. Même Christian McCaffrey, l'opportunité s'est ouverte, on l'a pris. McCaffrey, c'est un peu différent parce que c'est un mec qui avait un contrat long et que tu avais vraiment, je pense, l'envie de le prendre pour l'avenir. Mais si tu as l'idée de te dire, parce que l'année prochaine, tout ce qu'on a, les 40 millions qu'on a, disparaîtront l'année prochaine, ça sera assez étalé. Mais là, on a 40 millions, peut-être qu'ils se disent, on garde de la place si en mi-saison, on a un poste où un mec se blesse, qui arrive tout le temps en NFL, ou un poste où on est plus faible, pour signer des mecs qui sont dans des équipes de merde, qui jouent plus rien, mais qui sont en fin de contrat et qui veulent une bague. Un gros cornerback dans une grosse équipe de merde, il y en a, ça existe. Voilà, c'est peut-être l'idée des dirigeants de se dire, il y a eu une grosse discussion aussi ces dernières semaines autour d'un defensive end, autour de Brian Burns des Panthers, qui est en fin de contrat.
Aujourd'hui, je pense pas que ça soit la priorité vu la bonne performance de Drake Jackson, mais c'est des discussions qui existent. On a des dirigeants intelligents qui regardent tout ce qui se passe autour de la ligue et qui savent tout ce qui se passe autour de la ligue. Et s'il y a besoin de faire un move, ils feront le move parce qu'on a lâché des deuxièmes tours pour McCaffrey et que s'il faut lâcher plein de troisième tours pour aller chercher un gars, pour aller gagner le Super Bowl, c'est le plus important. Et dernière question toujours de Romain, Bossa en petite forme ou juste doublement surveillé par Pittsburgh? Je l'ai trouvé un cran en dessous de ses stats habituelles. Ouais, moi je suis assez d'accord avec lui. On l'a vu plus beau, plus fort. Après, il faut remettre tout en contexte. Il revient, il a signé son gros contrat. Les caméras, elles ont fait des focus sur lui pendant quasiment tout le match. Ça va. Il a pas. Là où je rejoins Elliott, c'est la pression qu'il met, elle était constante. Et si Drake Jackson fait 3 sacs, c'est parce que de l'autre côté, on surveille Bosa comme on l'est sur le feu. Du moment que Jackson va commencer, s'il continue sur la même zone, sur le même rythme, avec 1 ou 2 sacs par match, les mecs vont être obligés de lâcher un peu Bosa, et là, on va libérer la bête. Exact. Oui, et puis même, comme disait Romain dans sa question, c'est vrai que statistiquement, il a été moins présent parce qu'il n'a pas fait de sac, alors que c'est un mec qu'on attend sur les sacs. Mais oui, comme on l'a répété, il a mis une grosse pression, ce qui a libéré d'autres. Hargrave aussi a fait un sac. Arik Armstead a été absolument surprécieux comme d'habitude. Il fait pas de stats, mais c'est un régal ce mec. C'est un régal, c'est le régulateur de la ligne. Donc il n'a pas fait de stats, mais il a été présent à la pression. Et il faut pas oublier, oui, qu'il s'est pas entraîné avec l'équipe depuis un moment et que ça va prendre doucement. Notre objectif, en fait, au final, si la fin de la saison, il est que à 10 sacs, mais qu'on gagne le Super Bowl, rien à foutre, vraiment. L'important, c'est qu'il soit au meilleur de sa forme quand les playoffs arrivent. Et puis au final, si quand Bossa fait pas de sac, on n'en faisait pas non plus en tant qu'équipe, ce serait un peu plus problématique. Là, il en fait pas, mais il a ouvert les opportunités aux autres. Donc, on en fait 5, c'est un très bon score, 5. Ok, on en a fait 3 quasiment sur le dernier drive, mais à la fin, on en a fait 5. Et bah, plus d'autres questions, les gars. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur ce match ou sur le match contre les Rams. Je pense qu'on a été quand même assez complet. Et ben, on vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés. Merci pour cette émission, les gars. Et puis on se retrouve pour ceux qui suivent 22h05 du coup dimanche face aux Rams avec, on l'espère, une fiche de 2-0. Normalement, si tout se passe bien, ça devrait aller. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer ce match des Rams et parler du match des Giants. L'émission face aux Giants sera un petit peu plus tôt. Sortira pas habituellement quelques jours avant le match du dimanche, puisqu'on jouera face aux Giants le jeudi, donc on enregistrera et on diffusera l'émission un petit peu plus tôt, parce que oui, on joue le Thursday Night Football face aux Giants. En tout cas, les gars, merci pour cette émission, et puis on se retrouve la semaine prochaine, et puis comme d'habitude, bonne année. Ciao, ciao, ciao.